Bonsoir, la Lyonne, reine du bitume, les 905 Peugeot ont raflé les 3 premières places des 24 heures du Mans. Les athlètes français rois des Jeux méditerranéens, ils ont récolté un nombre considérable de médailles d'or. Les miracles existent, le TGV a roulé sous la mer, il a traversé la Manche pour la première fois. Une seule ombre à ce triple cocorico, le ciel de France s'assombrit, des nuages violents vont éclater dans le sud-ouest, le nord restera ensoleillé. Sophie Davant, avant le film, vous dira tout. Quelques nuages traversent également le ciel politique. Ils passent au-dessus de la région majorité. 2 ministres d'État, Simone Veil et Pierre Méhaignerie, trouvent trop sévère le projet sur l'immigration d'un autre ministre d'État, Charles Pasqua. Ils demandent au chef du gouvernement de l'adoucir sur un point, les contrôles d'identité. Notre invité, le garde des Sceaux, nous dira pourquoi dans un instant. Bonsoir, monsieur Méhaignerie. Avant d'aborder ce chapitre politique, je voudrais vous faire état d'un autre débat qui a divisé gravement la rédaction de France 2. Devait-on, oui ou non, célébrer aujourd'hui la fête des pères? Certains papas ont dit oui, trop heureux d'avoir été choyés par bébé. D'autres papas, attristés par l'indifférence de leurs bambins, ont affirmé que la fête, la vraie, n'aura lieu que la semaine prochaine. Pour les départager, un seul recours, l'enquête menée par Maman Kimerlin. Papa gâté, papa gâteau, soleil et glace, une journée symbole des papas. Au hasard des rencontres dans un parc parisien, ces papas-là n'ont pas de doute, leur fête, c'est aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, il me semble. Vous en êtes sûr? Ah oui, sûr et certain. Ouais. Et vous avez vérifié sur le calendrier? Non. J'ai souhaité la fête de mon père, mes enfants me l'ont souhaité, donc c'est bien aujourd'hui, oui. Tu as fait un cadeau à ton papa? Oui, Quoi? c'était un dessin que j'avais fait à l'école. C'est quand la fête des pères? Aujourd'hui? Vous avez préparé des cadeaux? Oui, Qui vous les a fait faire? la maîtresse. Et qu'est-ce que vous avez préparé? Des cadeaux. Au ministère de l'Éducation nationale, on confirme que les maîtresses ont préparé la fête avec les écoliers pour aujourd'hui. Mais où est l'erreur? Car les agendas se contredisent. Certains penchent pour le 20 juin, d'autres plus nombreux pour le 27 juin. Ceci confirmé par l'éphéméride officielle du jour d'aujourd'hui qui n'annonce pas de fête. C'est la semaine prochaine, alors vous aurez 2 cadeaux. C'est Oui. très bien. On verra ça. Bizarre, bizarre. Les pères de l'administration auraient-ils brouillé les pistes pour qu'on les fête 2 fois? Pierre Méhaignerie, rebonsoir, vous étiez en famille aujourd'hui? Tout à fait. Avec vos enfants? Non, hélas. Alors la fête des pères, là, je m'adresse à, j'allais dire au roi Salomon, le garde des Sceaux. C'est aujourd'hui ou c'est la semaine prochaine? Pour moi, dans 15 jours, lorsque je verrai mes enfants. D'accord. Nous vous avons invité pour parler d'un sujet beaucoup plus grave, le statut des étrangers en France. Un statut défini plus sévèrement par Charles Pasqua, qui veut éliminer l'immigration clandestine et qui a été suivi par la majorité des députés. Vous souhaitez vous-même, monsieur Méhaignerie, avec Simone Veil, vous l'avez écrit au Premier ministre, une attitude plus souple sur un point, le contrôle d'identité. Avant de vous écouter, revenons un instant sur le débat qui a eu lieu au Palais Bourbon. Nathalie Saint-Cric. Simone Veil et Pierre Méhaignerie font de l'obstruction. Les 2 ministres d'État ont sèchement demandé hier à Édouard Balladur de corriger la loi Pasqua sur les contrôles d'identité. Ils contestent notamment un amendement du juge Marceau, représentant de la fraction dure du RPR, amendement accepté par Charles Pasqua et voté vendredi par l'Assemblée. L'amendement incriminé par les 2 ministres centristes prévoit que pour effectuer un contrôle d'identité, les policiers pourront se fonder sur tout élément permettant de présumer la qualité d'étranger autre que l'appartenance raciale. Un amendement qui avait durci le texte Pasqua. J'ai présenté des amendements qui correspondaient exactement aux engagements que moi-même, mais aussi l'ensemble de mes collègues du RPR avaient pris devant les électeurs. Des contrôles d'identité fondés si l'on est présumé étranger. Dès vendredi, socialistes et communistes dénonçaient les dangers de ce texte, les dérapages possibles dans sa mise en œuvre quotidienne par les policiers. Cet amendement est proprement scandaleux. C'est l'introduction du présumé délit de faciès. Dans la pratique, cet amendement va entraîner toutes les bavures possibles. Charles Pasqua a estimé qu'il revenait au Parlement de corriger ou non la loi. Quant à Édouard Balladur, il recevra les 2 ministres contestataires dès son retour de Copenhague. Puis, entre Simone Veil, Pierre Méhaignerie et les autres, il devra trancher. La lettre de réprobation adressée au Premier ministre par Simone Veil et Pierre Méhaignerie, que nous allons entendre dans un instant, a suscité plusieurs réactions. Je vous propose d'entendre celle de Ségolène Royal, Ladislas Poniatowski et Charles Millon. Je pense que Simone Veil s'est sincèrement rendu compte qu'au cours du débat parlementaire, il y avait eu une dérive
qui s'était produite. Et cette dérive, nous avions alerté sur ce risque-là. Il s'est produit et c'est une bonne chose qu'aujourd'hui elle élève la voix. Pour une fois que nous tenions un engagement que nous avions pris, nous, nouvelle majorité, au cours de notre campagne électorale, à travers ce texte de Pasqua, laissons-le aller jusqu'au bout. Et en plus, pour une fois que l'on acceptait que le Parlement joue son rôle et puisse amender un texte que nous avons à la fois durci, par exemple, sur les mariages blancs, et d'autre part atténué en permettant une protection maladie pour les immigrés, même clandestins, pour une fois que le Parlement joue son rôle, eh bien laissons le Parlement le faire et ne le remettons pas en cause, comme deux ministres tentent de le faire aujourd'hui. Et le problème soulevé par Pierre Ménierry et Simone Veil est un vrai problème. C'est le problème, ce qu'on appelle le délit de faciès. J'ai un fils aîné, vous savez, qui est laotien, je l'ai accueilli. Il sait ce que c'est que d'être embarqué au poste parce qu'il n'a pas le même faciès qu'un Français de souche. J'espère que dans le cadre du travail parlementaire, on pourra revenir à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui me paraît bien meilleure que l'amendement qui a été voté, j'allais dire un petit peu dans la précipitation au cours d'une nuit. Voilà, et bon, on va retrouver en direct de Rennes M. Méhaignery. Alors, que demandez-vous précisément au Premier ministre avec Simone Veil ? D'abord, je défends, et j'ai défendu au Parlement, ces trois textes, du moins deux d'entre eux, le Code de nationalité et aussi le texte sur les contrôles d'identité. Le troisième, celui sur l'immigration, est défendu par Charles Pasqua. Donc je suis bien sûr solidaire de ces trois textes. Sur un point, il est de mon devoir de ministre de la Justice de montrer les difficultés d'application de ce texte. C'est l'amendement dont vous parlez. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur des textes difficiles, nécessaires, mais il faut une vigilance. Et je m'explique. Ces textes sont nécessaires, je les soutiens. Ils répondent à un besoin de sécurité, à une nécessité de limiter l'immigration clandestine. Mais en même temps, et c'est le devoir du ministre de la Justice, ils doivent assurer le respect des droits de la personne. C'est-à-dire pas d'abus de pouvoir et pas de discrimination. Voilà pourquoi nous avons transmis à mi-parcours, avant que le texte n'aille au Sénat, au Premier ministre une lettre souhaitant deux mesures. Une première, des mesures positives pour faciliter l'intégration des jeunes qui sont légalement en France et qui ont besoin et qui veulent être intégrés dans la société française. Et deuxièmement, corriger cet amendement, ou du moins espérer que le Sénat et l'Assemblée nationale voient les avantages et les inconvénients de cet amendement et le corrigent, parce que le Parlement, bien sûr, est souverain. Alors, cette lettre rendue publique suppose une réponse, j'allais dire aussi publique, de la part du Premier ministre. Il vous verra à son retour de Copenhague. Qu'attendez-vous de lui précisément ? Cette lettre n'est pas publique. Il appartient. Elle a été rendue. Elle a été rendue publique par des indiscrétions. Oui. C'est simplement une lettre d'information au Premier ministre. Le Premier ministre fait le tour avec ses ministres le mardi et le mercredi. Nous en parlerons et nous essaierons, dans les 2 semaines qui viennent, avec le Parlement, de trouver un équilibre qui soit le meilleur possible et qui fasse que ces textes soient efficaces, c'est-à-dire apportent la sécurité attendue par les citoyens, mais respectent le droit des personnes. Vous rencontrez assez souvent Édouard Balladur pour connaître sa sensibilité sur ce point précis. Les contrôles d'identité, je ne le mélange pas avec les autres. À votre avis, est-il sur votre ligne ou la ligne Pasqua ? Le Premier ministre sait faire la synthèse entre ces exigences et je lui fais confiance. Et je l'appuie de toutes mes forces. Vous lui faites confiance ? Oui. Et il vous fait confiance, à votre avis ? Votre intuition ? Je le crois, mais son devoir comme Premier ministre, c'est de trouver le meilleur équilibre possible. Alors, et dans une équipe, quelquefois on gagne, quelquefois on perd. Là, il s'agit simplement, ensemble, de faire le meilleur texte possible. Alors vous avez dit synthèse, on a l'impression un petit peu étonnante d'ailleurs que la cohabitation entre François Mitterrand et Édouard Balladur se passe mieux que l'autre cohabitation entre, on va dire, la ligne RPR et la ligne centriste dont vous êtes le chef de file. Disons qu'il y a des sensibilités, mais je peux vous faire une confidence, que l'équipe au sein du gouvernement est très solidaire et s'entend parfaitement bien. Et ce n'est pas par circonstance, parce que je le crois et je l'ai vu en application, y compris au dernier séminaire gouvernemental. Alors, M. Méhaignery, là, vous décrivez une réalité que vous vivez. Vous êtes ministre d'État de ce gouvernement, mais il y a une perception de la part peut-être de l'opinion publique, en tout cas de certains médias, notamment après les déclarations de Philippe Séguin, après cette lettre que vous avez écrite au Premier ministre, une perception d'un certain désordre. Non, moi j'estime qu'il y a un débat avant. Lorsque le débat est tranché,
Tout le monde doit être solidaire. Et je serai solidaire de la décision qui sera prise. Comment réagissez-vous au soutien que les socialistes manifestent à votre égard sur ce point? Oh, ça peut être intéressé, mais sur certains textes, il n'y a pas de division droite-gauche systématiquement. Sur des textes de société, il peut arriver sur certains points. Sur beaucoup d'autres, nous sommes en divergence. Il peut y arriver sur certains points quelques convergences. Sont-elles intéressées de leur part? Pour ma part, je fais simplement mon devoir de ministre de la Justice. Et comment réagissez-vous au fait que certains disent ce débat sur l'immigration masque un autre débat beaucoup plus important sur le chômage? Les deux débats sont importants et je crois qu'ils sont menés de pair. Moi, j'ai fait une 50aine de réunions. Qu'est-ce que j'ai ressenti de la part de l'attente de l'opinion publique? D'abord, une exigence d'éthique et de morale politique. Et cela passe par la lutte contre les gaspillages et la solidarité, elle existe. Ensuite, une exigence de lutte contre le chômage. Nous y sommes engagés, mais en même temps, un besoin important de sécurité. Et je dirais même d'équilibre entre les exigences de sécurité et de justice. Et je crois qu'avec Charles Pasqua, nous sommes complémentaires. Nous essayons ensemble de faire le meilleur travail possible. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette première explication à France 2. Bonsoir. Si une partie de la majorité reste accrochée à la ligne Pasqua, c'est parce qu'elle craint d'être débordée par le Front National. Il est vrai que l'immigration reste le terrain de chasse, en quelque sorte, de l'extrême droite. Elle l'a montré encore aujourd'hui, réunis dans le Cher, autour de Jean-Marie Le Pen. Les militants du Front National ont trouvé les mesures Pasqua trop tièdes. Reportage de Jean-Baptiste Prédali et Éric Delagneau. L'état-major, vous prenez en main le président là. Il faut bien parfois que les troupes s'occupent du moral du chef. Depuis mars dernier, Jean-Marie Le Pen en est réduit à guetter les faux pas de la droite au pouvoir. Alors pour tenir, restent ses partisans, leurs réunions, comme celle des anciens combattants aujourd'hui à Neuvy-sur-Barangeon, dans un ancien château de l'empereur Bokassa, après le vote de la loi sur l'immigration. À l'apéritif, la base parle déjà comme son chef. À mon avis, ce vote-là n'est pas assez sévère. Hein. Ah bon? Ah oui, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus répressif. Monsieur Pasqua a de très bonnes idées, et aussi sec Madame Simone Veil. Et puis l'autre Meignery, il commence à gueuler comme des putois, Pasqua va faire 2 tours en arrière. C'est simple comme bonjour, on a l'air de vouloir faire quelque chose. En réalité, on ne fait rien. Voilà pour l'apéritif, et pour le dessert, Jean-Marie Le Pen n'a plus qu'à en rajouter sur un thème attendu. Je vous le dis, mesdames et messieurs, ce que fait Monsieur Pasqua ou rien, ce n'est pas la même chose, c'est pire que rien. Condamner le gouvernement sur l'immigration, c'est se poser en recours. Aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen a eu 65 ans. Il attend la suite et les européennes pour sortir de sa quasi-retraite forcée. Cérémonie du souvenir aujourd'hui à Caluire, près de Lyon, présidée par le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua. Il y a 50 ans, Jean Moulin était arrêté par la police allemande et Klaus Barbie. Son action pendant la résistance a fait de lui un héros. Mais son nom a été aux yeux de nombreux résistants sali récemment par ceux qui l'accusent d'avoir été un agent de Moscou et qui se fondent sur ce qu'on a souvent appelé l'énigme Jean Moulin. Mais il n'y a aucune ambiguïté si l'on regarde attentivement le rappel historique de Françoise Vallée sur l'homme qu'André Malraux appelait le chef du peuple de la nuit. C'est dans cette maison de Caluire que Jean Moulin a vécu ses dernières heures de liberté. Nous sommes le premier jour de l'été 1943. Jean Moulin, dit Max, a rendez-vous avec 6 autres responsables de la résistance française. Max, dont personne ne connaît le vrai nom, doit réorganiser au plus vite le commandement de l'armée secrète. Son chef, le général Delestrin, vient d'être arrêté à Paris par les Allemands. Vers 15 h, Jean Moulin, Raymond Aubrac et le colonel Schwarzfeld arrivent chez le docteur Dugoujon. Leurs camarades sont déjà au premier étage de la maison, parmi eux un non-invité, René Hardy. Mais Jean Moulin n'aura pas le temps de les voir. Klaus Barbie et ses hommes font irruption dans la villa et arrêtent tout le monde. Négligence ou trahison, l'énigme de Caluire semble aujourd'hui résolue. Moi j'ai toujours pensé depuis très vite après l'arrestation que c'était la trahison. C'était la trahison de ce pauvre René Hardy qui avait été jusque-là un camarade qu'on respectait, qui avait fait des choses assez remarquables. Mais qu'est-ce que vous voulez, l'accumulation des choses? Premièrement, il n'est pas convoqué, il s'arrange pour être là. Deuxièmement, il est le seul de nous tous, y compris les malades du Toubib, à qui on ne met pas les menottes. Et puis, le plus grave de tout, c'est qu'on apprend qu'il a été arrêté 2 semaines avant par Klaus Barbie, et qu'il ne l'a dit à personne, et relâché par Klaus Barbie. Jean Moulin était l'homme qui savait tout. Torturé par Klaus Barbie, il ne dira rien.
Parti épuisé par les tortures le 8 juillet 1943, Jean Moulin restera un symbole, celui du courage collectif contre la lâcheté collective. L'Europe de l'Ouest a tiré les enseignements de cette terrible guerre et évite aujourd'hui de s'entre-déchirer malgré les difficultés réelles, difficultés économiques. On le verra demain à Copenhague à l'occasion d'un nouveau sommet des 12. On l'a vu ce matin à l'occasion d'un événement qui est passé inaperçu mais qui est considérable. L'Angleterre n'est plus une île malgré les apparences. Le cordon avec le continent existe. Il s'appelle TGV. Il a roulé pour la première fois sous la Manche. Jean-Yves Perrin. Quelques applaudissements, beaucoup d'appareils photo pour immortaliser la première sortie du tunnel, sous la Manche, d'un TGV. Celui-là s'appelle l'Eurostar. C'est le petit cousin anglais du TGV français. C'est lui qui reliera Londres à Paris en 3 heures dès l'été 94. Enfin, si tout va bien. Car aujourd'hui, l'Eurostar était tracté par 2 motrices diesel, l'équipement électrique du tunnel n'étant pas terminé. Et dans cet équipage, il a pu atteindre la folle vitesse de 30 km/h. Il faut dire qu'il faisait des essais. D'ailleurs, la vitesse de ce train sera la grande curiosité du voyage Paris-Londres. En France, l'Eurostar roulera à 300 km/h. Sous le tunnel, il circulera à 160 km/h. Enfin, il flânera à travers la verdoyante campagne du Kent jusqu'à Londres, à, tenez-vous bien, 100 km/h seulement. L'état du réseau ne permet pas d'aller plus vite et le gouvernement britannique n'envisage pas de construire une ligne rapide avant la fin du siècle. Quand on vous dit que l'Angleterre reste une île. Admirez la nuance. Le congrès mondial de chirurgie cardiaque s'ouvrira demain à Paris sur une note positive. L'équipe de l'hôpital Marie-Lannelongue de Plessis-Robinson présentera le bilan de sa technique de transposition des gros vaisseaux, technique dite TGV. Elle consiste à opérer des bébés atteints à la naissance d'une malformation de la maladie bleue qui peut être mortelle, mais qui ne l'est plus grâce à cette méthode. Il suffit de voir Nathalie, elle a 8 ans, elle va très bien. Reportage de Florence Boucliat et Alain Rapchaud. Et un passé lourd à porter. Déjà, Nono découvrait l'ambiance d'une salle d'opération pour y avoir suivi sa jeune maîtresse, Nathalie. Elle aussi avait 3 jours et un cœur pas tout à fait en état de marche. J'avais les artères croisées. Alors le docteur Blanchet les a coupées et mes arcs cousus droites. Nathalie souffrait en fait d'une inversion des gros vaisseaux du cœur. Une malformation cardiaque congénitale très grave qui donne la maladie bleue du nourrisson. Le vaisseau qui reçoit du sang rouge habituellement reçoit du sang bleu et vice-versa. L'opération va donc consister à faire permuter ces 2 vaisseaux. La difficulté essentielle tient au fait qu'il faut reposer dans le même temps les vaisseaux nourriciers du cœur, qui sont les artères coronaires. Nathalie a été l'une des premières à bénéficier de cette opération. Avantage de cette technique, aujourd'hui très au point, son taux de réussite, estimé à 98%, et la légèreté du suivi post-opératoire. Ce qu'on redoutait surtout, c'est les risques de traitement postérieur à l'opération qui handicaperaient sa vie. Et avec ce style d'opération, ce n'est donc pas le cas. Et c'est très heureux, évidemment. Un contrôle de routine tous les ans, mais aucun médicament pour Nathalie et surtout aucune interdiction. Nathalie aime le ski, la course à pied, le patin à roulettes, la vie. Dans un an, 3 étrangers seront accueillis en France, dans les Pyrénées, avec tous les honneurs et la bénédiction de Michel Barnier, le ministre de l'Environnement. La région compte sur eux pour contribuer à la repopulation d'une espèce qui s'éteint. Il s'agit d'ours bruns. Sandrine Meurthe, Christophe Cadeau. C'est dans cette arête-là, de cette arête au pic de Cravère, dans toute cette zone où les ours doivent être lâchés, si jamais ils viennent. L'ours mal léché trouvera-t-il asile dans la haute vallée de la Garonne? Le ministre de l'Environnement a enfin signé la charte de réintroduction de l'animal sauvage. Ailleurs, sur la chaîne pyrénéenne, l'ours fait l'unanimité contre lui. Ici, 4 petites communes sont prêtes à lui réserver leurs 12 000 hectares d'espace presque vierges pour que ne meure pas le dernier fauve français. Nous considérons, nous, qu'il n'y a pas d'Afrique sans les éléphants et qu'il n'y aura pas de Pyrénées sans les ours. C'est notre patrimoine culturel, c'est notre patrimoine naturel. Nous n'avons pas de Michel-Ange dans les Pyrénées, nous avons l'ours et on entend absolument le sauvegarder pour préserver la vie locale. Les 4 maires ont eu du mal à convaincre chasseurs et bergers. La crainte ancestrale de l'ours est encore profondément ancrée. C'était l'ennemi des troupeaux de moutons, quoi. Vous comprenez, c'est pour ça qu'on les a exterminés un peu. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait des ours, mais je crains fort qu'il n'y reste pas.
il sera dérangé, il n'y a pas de forêt assez grande. Et je vous dis, il y a les pistes partout et la façon dont elles sont exploitées. Et ensuite, où les prendre ces ours? Il faut prendre des ours à l'état sauvage. Bon, les ours, ils seront en Bulgarie ou en Roumanie. Malgré ces réticences, les 800 habitants ont voté pour l'ours. Sauver la bête permettrait peut-être de sauver les villages. Antidote à l'exode rural, l'ours deviendrait agent écologique et économique. Synonyme de qualité de vie, les produits régionaux porteraient le label ours bête libre. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Non, mais il n'est pas méchant de toute façon, l'ours. Il nous croisera, mais il ne nous fera rien. Voilà. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Vous connaissez le titre de ce film célèbre, un titre évidemment sexiste. Pourquoi les avions seraient-ils toujours pilotés par un homme? L'armée américaine répond aujourd'hui non. Elle confie désormais ses chasseurs à des femmes. Ces chasseurs, je veux dire, ces avions de combat. Notre envoyé spécial permanent aux États-Unis, Bruno Albin, est admiratif. Les femmes américaines au combat, pour beaucoup de militaires, c'est un saut dans l'inconnu. Mais la décision est prise. Et pour Michel, qui rêve d'aventure, la porte de la carrière est désormais grande ouverte. J'aime les défis, dit-elle. En fait, il y a déjà 20 ans que les femmes américaines sont aux commandes des avions et des hélicoptères de l'armée de l'air et de l'aéronavale. Mais jusqu'au mois dernier, il n'était pas question pour elles d'accéder aux appareils de combat. Elles sont performantes. En très grand nombre, elles sont devenues instructeurs chargés de l'entraînement des futurs pilotes de chasse. Mais dire que les hommes les accueillent à bras ouverts serait sans doute exagéré. Parfois c'est difficile, mais cela s'est amélioré. Je suis ici depuis 1980 et l'état d'esprit a vraiment changé. Pour ne pas être accusé de sexisme, les hommes s'en tiennent aux critères professionnels. Ici, pas question de fanfreluche. Quand elles ont mis leur casque, ce sont des élèves comme les autres. On les note sur ce qu'elles font en vol, comme n'importe quel autre pilote. Pour les hommes, désormais, des cours sur le harcèlement sexuel. Ils tournent 7 fois leur langue avant de critiquer sobrement le nouveau règlement. Un brin discriminatoire, disent-ils. Les femmes auront le choix d'aller ou non au combat. Les hommes n'ont pas ce luxe. Comment elles vont se comporter au combat? Ça, je n'en sais rien. C'est impossible à dire tant qu'on n'y a pas été confronté. Mais dans quelques mois, elles embarqueront à bord des porte-avions de la Navy, prêtes à exécuter les ordres, sans état d'âme. Être à l'armée, ça a toujours signifié tuer. Cela fait partie du travail. C'est un travail pour vous? Oui, avant tout un travail. Pour décrocher leurs ailes, les femmes devront faire aussi bien que les hommes, sur les mêmes critères. Pour les jeunes élèves pilotes, la nouvelle règle du jeu paraît claire et équitable. Avant, il y avait des quotas pour fixer le nombre de femmes pilotes. Désormais, c'est le ou la plus qualifiée qui prendra place dans le cockpit. Les suffragettes en uniforme ont encore un combat à livrer pour gagner le droit de se battre dans l'infanterie, mais l'armée de terre et les Marines viennent d'être invitées à accueillir leurs sœurs d'armes, les bras ouverts, partout où cela sera possible. Le sorcier du football, le Belge Raymond Goethals, a désormais un cousin. Il est français, il s'appelle Jean Todt. Il a permis à Peugeot de rafler les 3 premières places des 24 heures du Mans. C'est historique. François Brabant. Pour un bel adieu, ce fut un bel adieu. Jean Todt quitte Peugeot, mais le patron ne part pas les mains vides. Ça n'est pas une victoire, c'est un triomphe. Sur le podium, rien que du Peugeot, le dernier triplé français au Mans remonté à 1926, alors même si ça ne se voit pas beaucoup, Jean Todt est très, très heureux. C'est une consécration pour toute l'équipe parce que ça a été une victoire merveilleuse, parce que ça a été le fruit d'un travail exceptionnel et je suis très heureux pour toute l'équipe et pour Peugeot. On vous sent très ému ce soir, Jean Todt. Vous savez, gagner, occuper un podium aux 24 heures du Mans, ça ne peut pas laisser indifférent. Le secret, la fiabilité. Chez Peugeot, le plus gros pépin technique aura été un simple ennui de pompe à huile. Chez Toyota, en revanche, les pépins se sont succédés. Les Japonais ont même dû terminer à 2 voitures. Toyota se console avec le record du Tour et la 4e place. Luxe ultime pour Peugeot, c'est l'équipage le moins expérimenté qui l'emporte, Éric Hillary, Christophe Bouchu et Geoff Brabham. Jean Todt peut partir satisfait. La prochaine fois qu'on devrait le voir sur un circuit, ce sera dans 15 jours à Magny-Cours pour le Grand Prix de France de F1 dans le stand Ferrari. Les athlètes français font aussi bien que les autos françaises. Ils amassent les médailles d'or aux Jeux méditerranéens. Dominique Leglou, Alain Poirier. L'image du jour, Assiba Boulmerka à l'arrivée du 1500 féminin. Elle lève les bras à 10 mètres de la ligne.
Frédéric Quentin va en profiter. Et oui, c'est la version moderne de la fable du lièvre et de la tortue. Le groupe France se redynamise de bon augure avant les rendez-vous de l'été. On a envie de faire des perfs, on a envie de partir du bon pied, on a envie de s'éclater. Et puis, je crois que ça va rigoler. Et oui, ça va rigoler cet été. La preuve, moins de 39 secondes au 4x100 sans opposition. 38,94 pour nos mousquetaires. Rejoints par ceux du 4x4 et par les filles du 4x100. Enfin, on ne pouvait pas se quitter sans la perf du début d'été. Noureddin Morselli, le recordman du monde du 1500, le champion du monde, qui prouve qu'il est déjà en excellentes conditions. Emmené par Abdenouz jusqu'aux 1000 mètres, suivi par le champion olympique Firmin Cacho, Morselli va prouver qu'il est bien le maître. Il échoue d'un rien contre son record du monde, 3,29,22 contre 3,28,82. La deuxième performance mondiale de tous les temps pour Noureddin Morselli. Si vous aimez le midi, le soleil, les vendanges et le chant des cigales, lisez ce livre de Frédéric Hébrard, publié par Flammarion, Le Château des Oliviers. Et si vous aimez le livre, vous aimerez le feuilleton de l'été que France 2 vous proposera avec l'actrice Brigitte Fossé et la voix chantante de Fabienne Thibault. Sophie Guillou. Ce jour-là, le studio d'enregistrement s'était mis à l'heure provençale, avec dans le rôle de la cigale une interprète inattendue, la québécoise Fabienne Thibault, qui prête sa voix chaleureuse au feuilleton Le Château des Oliviers. Pour elle, pas de problème, car Québec ou Provence ramènent aux mêmes sources, celle du plaisir de la musique. Quand on est né pour chanter, on est quelque part et c'est les racines de soi qui vous poussent. Moi, je suis née au Québec, donc c'est les gens de chez nous qui m'ont dit « Vas-y, tu peux chanter ». C'est la voix de ma grand-mère qui m'a bercée, celle de ma mère. Mais je suis comme une plante, je peux pousser sous tous les cieux. Et une voix humaine, c'est une âme et une âme peut embrasser le monde entier. Pour accompagner les tribulations d'Estelle, l'héroïne interprétée par Brigitte Fossé, Jean-Claude Petit a composé et orchestré des mélodies pleines de lyrisme. Et si Fabienne Thibault a bien voulu y apporter sa voix, c'est d'abord parce que l'histoire du Château des Oliviers a su l'émouvoir et lui plaire. J'étais en projection, tu sais, où il y avait d'autres journalistes et je me disais « Fabienne Thibault, si tu étais devant ta télé, est-ce que tu te lèverais ?» Et excusez-moi de dire ça, mais il aurait fallu que j'ai sacrément envie de pipi pour me lever en cours de route. Rendez-vous donc sur France 2 à partir du lundi 28 juin pour retrouver Les Cigales, la garrigue gorgée de soleil et la blondeur de Brigitte Fossé. Mais aussi pour fredonner la chanson des Oliviers à l'unisson avec Fabienne Thibault, la plus provençale de toutes les Québécoises. Demain, toutes les villes de France vont chanter et danser. Vous découvrirez à cette occasion de nombreux orchestres anonymes qui vous offriront cette première fête de l'été, mais qui, sachez-le, auront auparavant souvent galéré. Nicolas Vinclair, Hervé Pozzo. Fernando! Depuis 2 ans, ils ont tout laissé tomber, tout sacrifié à leur passion pour la musique. Un choix courageux puisqu'il leur a déjà coûté plusieurs litres de sueur et quelques discussions tendres et complices avec leurs banquiers. Avant, ils étaient cadres ou étudiants. Maintenant, ils sont ce qu'ils ont toujours rêvé d'être, ils sont musiciens. Comme les 50 000 groupes recensés en France, ils se sont heurtés à un impressionnant cortège de tracas et de difficultés. On a été confronté à 3 types de problèmes. Tout d'abord, les lieux de répétition sont d'une part pas très nombreux ou trop chers quand ils existent. Deuxièmement, il y a des problèmes pour se produire sur les scènes. Les salles sont pas non plus très nombreuses. Et troisièmement, on a eu des problèmes de rapport avec les maisons de disques maintenant. Et le dialogue n'est pas toujours évident. Je crois que la solution, c'est de se débrouiller un peu tout seul. Manifestement, le succès est parfois une simple question d'imagination. Et les Huluberlus ont trouvé un moyen de vivre leur passion. Ils ont élu domicile dans un bar de Colombes, en banlieue parisienne. Un endroit qui a connu ses heures de gloire dans les années 70. On venait y écouter Jimi Hendrix et les Wings, puis les clients se sont fait moins nombreux. Le cadran a cessé d'être un haut lieu du rock pour devenir l'un de ces temples méconnus du bal musette. Une clientèle d'habitués qui ne connaît du rap que ce qu'on en lit 500 mètres plus loin, sur les murs des cités.
Désormais, 2 jours par semaine, le cadran fait son petit lifting. L'association créée par les Huluberlus permet à de jeunes groupes de jouer sur scène. Le public est de retour, du sang neuf, c'est ici presque un miracle. Je crois qu'il faut savoir toujours se remettre en question. Il faut d'abord ne pas du tout, parce qu'on a un certain âge, ne pas accepter l'évolution et le mental des jeunes. Aujourd'hui, il y a donc enfin des rockers aux belles musettes. Des jeunes fermement décidés, comme des milliers d'autres, à nourrir leurs rêves, à vivre jusqu'au bout leur passion. Sophie Davant pour le temps, dans quelques secondes. Jean-Paul Belmondo pour le plaisir. Philippe Lefebvre pour les infos. Ève Ruggieri pour la musique. Voilà vos rendez-vous de la soirée sur France 2. Demain matin à 7h50, Gérard Leclerc recevra Laurent Fabius. Je vous retrouverai demain à 20h pour un nouveau journal. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir.